Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, ce que j'aimerais euh, traiter comme thème, c'est reprendre un peu ce que nous avions introduit la dernière fois. Se taire, c'est pour moi se retrouver dans une situation dans laquelle on ne pose pas nos limites et on ne se sent pas bien. Vous vous souvenez de ce koan que j'avais évoqué sur une vidéo précédente, dans laquelle je vous disais, c'est l'histoire de Nasruddin, à qui le procureur dit: avez-vous cessé de battre votre femme? C'est comme si on enfermait Nasruddin, l'innocent du village, dans un postulat qui n'est pas le sien. Parce que s'il dit oui, ça veut dire je reconnais que je bats ma femme, et s'il dit non, c'est qu'il a décidé de continuer à battre sa femme, alors qu'il n'a jamais battu sa femme. Et ce koan, comme je vous le disais, est une histoire qui permet à chacun de réfléchir, de laisser travailler son Jimmy Cricket, son petit inconscient. Voilà, c'est une blague un peu, on va dire, philosophique. Et puis je me suis dit quand même, il faut que je vous donne quand même plus d'éléments pour réfléchir sur pourquoi euh, vous êtes confronté à des situations d'ordre de couple, d'ordre de relation avec les enfants, dans votre environnement professionnel. Et vous, comme moi, vous êtes trouvé une fois au moins dans une situation dans laquelle je peux rien dire. Et je vous laisse réfléchir quelques secondes pour retrouver une scène récente ou passée. Et là, vous allez décortiquer facilement ce que vous avez ressenti. Et comme j'aimais bien partager mes trouvailles, parce que j'aimais bien que les gens avancent aussi, je me suis dit, mais comment je pourrais expliquer, comment aider les gens à réfléchir sur ce thème se taire. Et puis, je crois que j'ai trouvé. Il y a ce que l'on appelle les 5 mini-scénarios de vie. Qu'est-ce que c'est des mini-scénarios de vie? Mon interprétation est la suivante. Quand nous naissons, nous devrions recevoir ce qu'a reçu l'enfant Jésus, c'est-à-dire les cadeaux, les offrandes, les rois mages qui arrivent, toutes les bénédictions du ciel. Et puis on s'aperçoit que quand on arrive au monde, eh bien ça ne se passe pas comme ça. Selon notre place dans la fratrie, est-ce qu'on est l'aîné? Est-ce qu'on est l'enfant au milieu? Est-ce qu'on est le benjamin? Et ce rang de fratrie va déterminer notre position au sein de notre famille. Si par exemple, on est dans une famille dans laquelle le numéro un, qui est l'héritier, le premier garçon qui va porter le nom, à celui-ci, on va lui donner toute la responsabilité. Parce que n'oubliez pas, du moment qu'on vous définit, qu'on vous donne un prénom, qu'on vous donne le prénom du frère ou de la sœur qui est morte, qu'on vous donne le prénom du grand-père, qu'on vous donne le prénom du grand-oncle ou de l'oncle, et selon son histoire de vie, vous allez être impacté par ces prénoms. Et l'enfant a compris que lui, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être touché, il a besoin d'être béni. Et souvent, ce n'est pas le cas. Parce que c'est pas naturel. On n'aime pas nos enfants de la même manière. Et les gens qui me disent je ne fais aucune différence entre mes 3 enfants, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des références dans l'arbre familial. Il suffit d'aller voir dans la génération suivante de maman, pas la génération suivante, la génération précédente de maman, la génération précédente de papa. Et vous allez voir comment se positionne chacun dans la fratrie. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu. Et ce qui s'est passé dans la génération précédente va impacter la génération qui suit, etc., etc. Donc je disais, l'enfant va grandir et il va observer. Il va chercher comment moi je peux être aimé, comment je peux être béni, comment je peux être respecté, comment je peux être reconnu. Et dans son observation,
il va comprendre comment ses aînés sont reconnus ou comment ses cadets sont reconnus. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu, c'est être aimé. C'est-à-dire trouver sa place. Hein, on le dit souvent, hein, ouais, j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas de place dans la société, j'ai pas de place, je suis dans la plainte parce que cette place, elle est importante, je ne la trouve pas. Mais en vérité, c'est parce que tu n'as pas trouvé ta place dans ta propre fratrie. Une autre chose importante pour moi, c'est que le premier groupe social, c'est la famille. Nos parents ont de droit de vie ou de mort sur nous, parce que s'ils veulent nous faire avorter, ben, c'est leur pouvoir, n'est-ce pas? Donc les premières personnes avec qui nous allons réellement socialiser, c'est notre fratrie. Si vous avez un frangin qui a 4 ans de plus que vous avez 3 ans, il en a 7, c'est votre héros. Il fait les boucles de ses chaussures tout seul, il marche tout seul, et vous, vous êtes le petit et vous voulez l'imiter. Ce sera votre modèle. Donc vous voyez comment se jouent les relations entre différents membres de la fratrie. Et donc, j'ai réfléchi pour vous aider et je me suis basé sur ces 5 mini-scénarios de vie. C'est-à-dire que l'enfant, pour être aimé, je le répète, c'est vachement important. Pour être reconnu, pour être respecté, pour être aimé, pour être béni, il va falloir qu'il joue un rôle et qu'il adapte et qu'il adopte un mini-scénario de vie. Et il y en a 5. Le premier, c'est sois parfait. Et si tu es parfait ou si tu es parfaite, tu seras aimé. Le deuxième, c'est sois fort ou forte et sois responsable. Et si tu es responsable, si tu es forte, tu seras aimé. Le troisième, c'est fais plaisir. Fais-nous plaisir. Et si tu nous fais plaisir, tu seras aimé. Le quatrième, c'est fais effort. Tu sais, la vie est difficile, on en chie. Ne pense jamais que tu es arrivé à la fin. Il faut que tu te battes. Bats-toi, 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 bats-toi. Donc si tu te bats et tu fais des efforts, tu seras aimé. Et le dernier, c'est dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, t'es trop lent. Faut y aller. Alors qu'est-ce que tu fais? D'accord? Et l'enfant va comprendre que pour faire plaisir à ses parents, à son entourage, il va rentrer dans ce mini-scénario de vie. Mais au-delà de se dire, effectivement, si je n'arrivais pas à ma perfection, ben, je suis frustré. Si je n'arrive pas à être fort et responsable, je vais décevoir l'autre. Si je suis pas dans le faire plaisir, je vais décevoir l'autre. Si je ne me dépêche pas, l'autre va pas m'aimer. Et si je fais pas assez d'efforts, je ne serai pas aimé. Et moi, dans mon parcours du psychogénéalogiste, je me suis dit que ces racines-là, ces mini-scénarios de vie, faisaient partie d'un héritage inconscient ou conscient qui traverse les générations, de l'arrière-grand-père au père, à nous, et nous allons certainement le transmettre à nos enfants. Ces mini-scénarios de vie, quelque part c'est super, parce qu'on a trouvé un moyen, un repère pour être apprécié et être aimé, ce qui est tout à fait normal. Le problème c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous allez être soit fort et responsable, ou être parfait, ou parfaite, vous allez recevoir des signes de reconnaissance. Et là vous vous dites, ah, c'est bien. Le problème, c'est qu'il va y avoir des situations dans lesquelles l'autre en face de vous ne va pas reconnaître votre perfection ou ne va pas reconnaître que vous êtes fort ou responsable. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'immédiatement, alors que vous avez, comment dirais-je, investi dans ce scénario de vie qui devient principal, l'autre en face de vous vous dénie. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous taire. C'est à ce moment-là que vous commencez à douter de qui vous êtes. Et généralement, pour moi,
l'épuisement psychique, l'épuisement professionnel, le burn-out des mères, tout cela provient, quelque part, de l'un ou plusieurs de ces mini-scénarios de vie. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus en capacité, soi-disant, d'être vous-même et de répondre de manière adéquate à ce que votre interlocuteur vous demande. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la souffrance et vous ne comprenez pas. Alors bien sûr, vous allez travailler intellectuellement, vous allez réfléchir, vous allez respirer, et dès que vous vous trouvez devant l'individu qui va douter de votre mini-scénario de vie, vous allez retomber en souffrance. Vous comprenez pourquoi c'est très important? Moi, dans mon parcours, je suis thérapeute, mais je suis un homme, hein, je suis comme les autres, hein. Et j'ai une expérience dans laquelle il m'est arrivé à mes débuts d'entendre une insatisfaction de la part de mes clients. Des gens qui disaient oui, mais vous me donnez pas assez, non, je ne suis pas satisfait ou satisfaite. Et moi, dans la fureur du jeune thérapeute, je disais mais qu'est-ce que je peux faire pour que vous soyez contente, que vous repartiez de notre séance remplie, hein. Et j'étais là et je donnais une autre séance et j'envoyais des mails, je passais des textos, je me préoccupais de comment la personne était. Et en même temps, je ne comprenais pas pourquoi comment on appelle ça, j'en faisais plus, j'en faisais trop. Et j'étais pas vraiment. euh, C'était incongru pour moi. Mais malgré tout, je le faisais, c'était plus fort que moi. Et puis j'ai compris. Je me suis dit, Kim, dans ton mini-scénario de vie, tu es dans le plaisir. Il faut que tu fasses plaisir. Hein. Et tu as été élevé comme ça. Donc tout petit, tu avais la place de ton aîné, de tes aînés. Nous sommes une fratrie de 5 garçons. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui te reste? Ah, il faut que tu fasses plaisir. Ah, d'accord. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire plaisir. Et quand je faisais plaisir, ben, les gens ils m'aimaient bien. Mais cette programmation de mini-scénario de vie, elle ne tient pas la route. Parce que ce n'est pas nous. Et pour moi, l'univers, à un certain moment, on ne sait pas pourquoi, il décide que ce mini-scénario de vie, ce postulat, ce n'est plus le vôtre, parce qu'il vous empêche d'avancer, il vous empêche de créer, il vous empêche d'être heureux. Et si j'avais continué, moi, dans mon métier de thérapeute, à vouloir toujours faire plaisir aux uns et aux autres, je ne posais pas mes limites. Les autres allaient me bouffer. J'étais à leur merci. Mais c'est moi qui me suis mis dans ce piège. Vous comprenez? Et ça me rappelle une petite histoire marrante. C'est l'histoire d'un petit gamin qui a la tête coincée dans les barreaux d'un escalier, des anciens escaliers, vous savez, avec ses rampes. Et tout le monde est affolé. Le premier dit il faut appeler les pompiers, l'autre dit il faut appeler le menuisier, le troisième dit ben, faut scier la rampe. Puis arrive un monsieur très calme, et puis qui dit taisez-vous, vous faites peur à l'enfant. Et l'homme s'approche, tout le monde est éberlué. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend la tête de l'enfant, il la redresse et il la pousse hors des barreaux. Et il dit vous comprenez, si l'enfant est rentré la tête dans les barreaux, c'est qu'il peut en sortir. Et tout le monde a applaudi. Et bien là, c'est la même chose. Dans ces mini-scénarios de vie qui peuvent nous enfermer et dans lesquels nous sommes paralysés, nous ne pouvons pas poser la parole, nous ne pouvons pas poser nos limites. Il est essentiel de savoir comment on a mis la tête dans les barreaux. Qui sont ces personnes, ces acteurs de notre arbre familial qui ont vécu ces mini-scénarios de vie? Et pourquoi ils le font? Déjà, c'est une belle avancée pour vous. Je vous remercie. À très bientôt.